Aujourd'hui, pour cette première vidéo un peu longue, je vais vous raconter une histoire oubliée. Une histoire méconnue, même de la quasi-totalité des professionnels de la musique. Pourtant, une histoire pleine de rebondissements, de trahisons, de meurtres même, et pas n'importe lequel, celui d'un ministre. Cette histoire, c'est celle de la propriété intellectuelle. Bien sûr, on peut se demander pourquoi s'intéresser à l'histoire de la propriété intellectuelle. Après tout, est-ce que cela ne concerne pas que quelques spécialistes de l'évolution de la pensée juridique? Mais quand on voit aujourd'hui pas mal d'artistes, et même des artistes très connus, se questionner sur le caractère équitable ou peu équitable des contrats qu'ils ont pourtant accepté de signer, on se dit que ces artistes-là seraient peut-être bien contents d'avoir des notions un peu approfondies, précisément sur l'histoire de la propriété intellectuelle, savoir pourquoi les choses se sont organisées tout au long du XXe siècle de la façon dont elles sont aujourd'hui, et comment, à partir de là, les faire évoluer pour adapter l'intérêt des uns et des autres aux nouvelles situations créées par Internet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut faire un petit détour par les théories économiques. Parce que si, à un moment donné, on met en place un mécanisme tel que la propriété intellectuelle, destiné à protéger les intérêts des auteurs, ça veut dire qu'on se pose la question, qu'est-ce qui donne sa valeur à une œuvre de l'esprit? Par valeur, je ne parle pas de la valeur artistique, mais bien de la valeur économique sur le marché de l'art. Qu'est-ce qui fait que tel livre, telle sculpture, telle musique vaut une certaine somme d'argent importante, alors que tel autre ne vaut pas un clou? Cette question a agité de nombreux esprits depuis plusieurs siècles et deux réponses ont été apportées par deux grands courants de théories économiques. D'un côté le courant libéral et d'un autre côté le courant keynésien. Pour les libéraux, la culture est envisagée comme un luxe, parce que pour eux, une personne n'a la disponibilité nécessaire pour se préoccuper de questions artistiques et culturelles qu'à partir du moment où ses besoins essentiels sont satisfaits. Donc on parle d'une personne qui est suffisamment à l'aise matériellement, financièrement, pour pouvoir s'occuper de questions artistiques, parce que bien évidemment, quelqu'un de plus pauvre va passer l'essentiel de son temps à essayer de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir nourrir sa famille et payer ses factures, et donc cette personne-là aura moins de temps. Donc, du point de vue des libéraux, il appartient à la classe dominante d'effectuer une sélection d'œuvres et d'artistes qui vont être mises en avant pour pouvoir éduquer la population qui, elle, n'a pas le temps de faire cette recherche parmi les bonnes œuvres et les bons artistes. Par exemple, c'est à un économiste libéral, John Stuart Mill, au XIXe siècle, que l'on doit l'apparition d'explications dans les musées. Auparavant, les œuvres étaient simplement exposées et puis les visiteurs réagissaient comme bon leur semblait. Et après, avec les explications, la classe dominante cherchait à dire à la population, à l'ensemble de la population, ce que chacun doit penser, ce qu'il faut ressentir, ce que l'artiste a voulu exprimer et comment il faut interpréter telle ou telle œuvre. Donc, à la question « Qu'est-ce qui donne sa valeur à une œuvre de l'esprit ?», les libéraux répondent essentiellement « C'est la personnalité de l'auteur, c'est la personne même de l'auteur, c'est qui il est, c'est ses qualités particulières qui font qu'il est en mesure de fabriquer des œuvres qui sont, aux yeux des libéraux, suffisamment exemplaires pour pouvoir éduquer la population. » L'approche keynésienne de la culture est très différente, puisque pour eux, ce sont les mythes de l'humanité, les croyances, les superstitions et même les préjugés qui font agir l'ensemble des individus, peu importe leur niveau social ou leur niveau d'éducation. Chacun agit en fonction de tous ces éléments, ces préjugés, ces superstitions, et ces actions ont une influence économique, et cette influence économique se traduit par une influence politique. Donc pour les keynésiens, la culture n'est pas quelque chose qui est fabriqué par une élite pour éduquer une population, mais c'est au contraire quelque chose qui est fabriqué par l'ensemble de la population et qui finit par influencer le haut de la pyramide sociale. À la question « Qu'est-ce qui donne sa valeur économique à une œuvre de l'esprit ?», les keynésiens répondent donc « C'est la société tout entière » et non pas la personnalité de l'auteur.
Tout cela étant dit, juste un petit bémol, parce qu'on pourrait bien évidemment se dire que finalement c'est assez simple, il y a les libéraux qui sont plutôt des gens de droite avec cette vision de la culture qui va de haut en bas, et puis les gens de gauche qui ont plutôt une vision de la culture qui va de bas en haut. Sauf que c'est pas forcément pertinent en matière culturelle, même si ça peut rester vrai dans beaucoup de domaines, parce que, par exemple, si on prend la France ces 40 dernières années, on peut se dire qu'un ministre socialiste, Jacques Lang, nommé par un président de la République socialiste, François Mitterrand, a eu une politique qui était quand même, au niveau culturel, plus libérale que celle d'un ministre de droite, Jacques Toubon, nommé par un président de la République de droite, Jacques Chirac. Donc, en matière culturelle, blanc-bonnet n'est pas forcément bonnet blanc. Et ces nuances ont un intérêt parce que dans votre carrière, quel que soit le rôle que vous occupiez dans la production musicale, auteur, artiste, producteur, éditeur, manager, vous allez être de toute manière amené à échanger avec beaucoup de personnes et à négocier avec un certain nombre de personnes pour défendre vos intérêts dans le cadre de négociations de contrats. Il est toujours intéressant d'écouter les autres et de savoir quel est leur point de vue. Est-ce que votre interlocuteur est quelqu'un de plutôt libéral ou de plutôt keynésien? Et ça, vous apercevrez que c'est souvent assez indépendant de la façon dont la personne se présente sur le plan politique, si elle se décrit comme une personne plutôt de gauche ou une personne plutôt de droite. Et donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qui donne sa valeur économique à une œuvre? Eh bien, on voit bien ces deux tendances se dégager. Les personnes qui pensent que c'est la personnalité de l'auteur, son je ne sais quoi, qui fait que ces œuvres ont beaucoup de valeur, et d'autres personnes qui vont penser que c'est surtout le public qui décide de la valeur de l'œuvre et pas tellement l'auteur. Mais il y a une troisième réponse à cette question-là. Une réponse qui est plus discrète, parce que fondamentalement, elle est un peu moins séduisante, mais on la comprend bien une fois qu'on a examiné l'histoire de la propriété intellectuelle, ce que nous allons pouvoir faire maintenant. Avant d'en venir à la période actuelle, commençons par remonter un peu loin dans le temps, même si dans l'Antiquité, il n'y avait pas véritablement ce qu'on pourrait appeler de droit d'auteur ni de propriété intellectuelle, mais en tout cas, il était déjà considéré comme extrêmement honteux et déshonorant de plagier une œuvre, c'est-à-dire de faire du copier-coller, de recopier l'œuvre de quelqu'un d'autre en faisant croire que c'est la sienne. Les choses, évidemment, se développent à partir de l'invention de l'imprimerie. Au début, ce sont les libraires, les personnes qui fabriquent les livres, qui obtiennent des autorisations, des privilèges de la part de la monarchie, en tout cas en France sous l'Ancien Régime, pour pouvoir donc commercialiser des textes. Des textes qu'ils achètent aux auteurs à un prix forfaitaire, une fois pour toutes. Mais assez rapidement, les auteurs se plaignent de constater que des troupes de théâtre utilisent les textes de leurs pièces et que les libraires et ces troupes de théâtre continuent à gagner leur vie de manière récurrente alors que les auteurs, eux, n'ont été payés qu'une seule fois. Donc petit à petit, le pouvoir en place, la monarchie, donnera également des privilèges directement aux auteurs pour s'intéresser à la propriété du texte et à assurer un revenu non seulement pour le propriétaire de l'ouvrage, du livre, et ses utilisateurs, mais aussi pour le propriétaire du texte. Il est vrai qu'auparavant, on s'intéressait assez peu à ce dernier, dans la mesure où les premiers livres qui ont été imprimés étaient soit des livres religieux, soit des livres juridiques ou scientifiques, et que là, le contenu importait plus que de savoir qui exactement l'avait écrit. Le premier texte de loi visant à définir un auteur comme étant le propriétaire de son texte a été écrit en 1790 mais n'a pas été adopté parce qu'à l'époque les auteurs ont vivement protesté car ils s'étaient aperçus que en fait il s'agissait d'un texte de police parce que bien évidemment le fait de rendre un auteur propriétaire de son œuvre le rend juridiquement responsable de celle-ci et à l'époque évidemment il s'agissait de lutter contre des écrits qui viseraient à promouvoir
savoir la monarchie et le rétablissement de celle-ci. Donc il faut attendre l'année suivante, 1791, pour voir le premier texte de loi sur le droit d'auteur post-révolutionnaire, celui écrit par Isaac Le Chapelier. C'est un texte qui, encore aujourd'hui, est très fréquemment cité. On en trouve un extrait dans tous les livres qui concernent le droit d'auteur, et en particulier cette phrase restée célèbre: « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain. » Cette phrase est célèbre encore aujourd'hui car c'est sur elle que s'appuie la quasi-totalité des personnes qui écrivent à propos du droit d'auteur pour justifier le fait qu'un auteur soit défini juridiquement comme étant le propriétaire de son œuvre. Son œuvre lui appartient au même titre que sa maison, sa voiture ou n'importe quel autre objet. Par contre, très peu de personnes s'intéressent à la suite de la phrase qu'a écrite Le Chapelier, car cette phrase se termine par un point-virgule, ce qui signifie qu'elle n'est pas terminée. En effet, par la suite, Isaac Le Chapelier écrivait « C'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s'en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. » Et là, ça n'est plus du tout la même histoire. Le public en fait sa propriété. Donc, l'intention d'Isaac Le Chapelier n'était pas tant de définir l'auteur comme un propriétaire et comme l'unique propriétaire de son œuvre, puisque le public peut en faire sa propriété, c'est bien ce qu'il a écrit, mais l'intention d'Isaac Le Chapelier à ce moment-là était de créer, et c'est ça qu'apportent ces lois post-révolutionnaires, de créer un équilibre entre, d'une part, l'intérêt personnel de l'auteur à gagner sa vie grâce à son travail d'auteur, mais en le contrebalançant avec l'intérêt général du public de pouvoir accéder à la culture. Car une des grandes interrogations qui a agité le XVIIIe siècle, bien avant la Révolution même, c'était un ensemble d'interrogations sur l'éducation. On est en effet à une époque où la majeure partie de la population ne sait ni lire ni écrire, et la question se pose avec les développements économiques et donc la nécessité d'avoir des échanges et donc de signer des contrats, la nécessité de faire en sorte que la majeure partie de la population puisse au moins savoir lire, écrire et compter, de façon à ne pas se faire avoir dans des négociations contractuelles. Et c'est dans cette optique, je crois, qu'il faut envisager cette intention de Le Chapelier de mettre en balance l'intérêt de l'auteur, parce que bien sûr il est légitime que pour ce travail il soit rémunéré, mais en l'équilibrant avec l'intérêt général du public de pouvoir accéder à la culture. Et c'est en apportant cette notion d'intérêt général que le texte de Le Chapelier tranche véritablement avec la situation du temps de la monarchie, dans la mesure où à l'époque, comme on l'a vu, c'était essentiellement les libraires et les personnes qui fabriquaient, qui imprimaient les livres, qui étaient les principaux bénéficiaires des dispositions de la loi. Et 2 ans plus tard, en 1793, un autre texte de loi, le décret Lacanal, viendra préciser les choses plus spécifiquement sur ce qui concerne le droit de reproduction. Le XIXe siècle va ensuite être une période de réflexion intense sur le droit d'auteur et toutes les questions de propriété, pas seulement la propriété intellectuelle. La propriété va être au cœur de nombreuses réflexions, notamment sur la question de l'esclavage et de son abolition. De même, l'apparition et le développement de nouveaux courants politiques tels que le socialisme ou l'anarchisme vont apporter toute une contribution à cette réflexion sur le droit d'auteur. Ces controverses du XIXe siècle vont porter sur 2 points qui touchent le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. La première question, c'est sur la nature du droit, c'est-à-dire quel est le lien juridique qui existe entre un auteur et son œuvre. Et puis la deuxième question, mais les deux sont plutôt liés, c'est celle de la durée de ces droits. Sur la nature du droit d'auteur, d'abord. 2 grandes possibilités sont évoquées. D'un côté, est-ce que le droit d'auteur doit être ce qu'on appelle un droit réel? Réel, ici, ça vient du latin res, la chose, comme dans res publica, qui a donné république, qui est la chose publique. Donc, un droit réel, c'est un droit qui porte sur
une chose. Et donc, est-ce que l'auteur, par rapport à son œuvre, est-ce que son œuvre est sa chose dont il est le propriétaire, au même titre qu'on est propriétaire d'un bien meuble, ce qu'on appelle les biens meubles. Les meubles, c'est les choses qu'on peut déplacer, qu'on peut emporter avec soi, ou des immeubles comme une maison, un appartement, un terrain, une forêt, qui sont les choses qui sont immobiles, qu'on ne peut pas emporter avec soi. Donc, est-ce que le droit d'auteur est un droit réel, un droit qui porte sur une chose, qu'on peut rapprocher des règles juridiques qui sont celles de la propriété sur les choses, ou alors est-ce que le droit d'auteur est un droit personnel, c'est-à-dire le droit d'exiger quelque chose de quelqu'un. Vous avez prêté une somme d'argent à quelqu'un, eh bien vous êtes titulaire d'un droit personnel, c'est-à-dire le droit d'exiger que cette personne vous rembourse la somme d'argent que vous lui avez prêtée. Et parmi les députés qui débattent des questions juridiques et de faire la loi sur le droit d'auteur, certains sont en faveur de l'hypothèse du droit de propriété, du droit réel. C'est notamment le cas d'Alphonse de Lamartine, parce que lui, bien que député, pense aussi à la transmission de ses propres œuvres, et il aimerait bien qu'on définisse l'auteur comme étant propriétaire de son œuvre, dans la mesure où la propriété peut être transmise à ses héritiers, et donc lui voudrait que son œuvre soit transmise à ses héritiers pour de très longues périodes, en attendant de dire toujours. C'est même ce qu'il déclare un jour à l'Assemblée nationale. Donc lui, il souhaite vraiment une transmission de cette propriété, et que la relation entre l'auteur et son œuvre soit assimilée à la relation que vous pouvez avoir si vous êtes propriétaire d'une maison. Effectivement, cette maison, elle se transmettra à vos enfants, qui pourront la transmettre à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, etc., etc. Sauf que ça ne plaît pas à la majeure partie des députés pour tout un ensemble de raisons. D'abord, ils disent, mais les idées appartiennent à tout le monde, on ne peut pas être propriétaire d'une idée. Donc déjà, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, c'est ce qu'ils répondent à Lamartine en disant, mais imaginez peut-être que votre œuvre, vos enfants vont la trouver admirable, vos petits-enfants aussi, vos arrière-petits-enfants aussi, mais viendra un jour une génération de vos héritiers qui hériteront de votre œuvre si on utilise la propriété, puis qui se diront, mais franchement, les textes de l'ancêtre, c'était un peu n'importe quoi, ça serait bien qu'on les fasse disparaître. Et s'ils en devenaient propriétaires, ils auraient la possibilité d'utiliser les caractères du droit de propriété pour faire disparaître l'œuvre de leur ancêtre. Et donc, ce que disent les députés à Lamartine, c'est dire attention, si vous utilisez les caractères du droit de propriété pour les auteurs et les œuvres de l'esprit, à ce moment-là, c'est quand même donner un pouvoir de censure à vos héritiers, qui est gigantesque, puisqu'ils auront ce pouvoir de faire disparaître votre œuvre s'ils la trouvent ridicule ou inappropriée. D'autres députés sont également contre cette idée de rendre l'auteur propriétaire de son œuvre, parce que, disent-ils, à ce moment-là, l'œuvre ne devient rien d'autre qu'une banale marchandise qu'on va pouvoir vendre et acheter sur des marchés. Et à ce moment-là, l'auteur deviendra soumis au marché. Il va perdre toute une partie de sa liberté dans son expression artistique, parce qu'il va être dans un calcul marchand de dire si je fais ceci, je vais pouvoir vendre mon œuvre plus ou moins cher, je vais avoir plus de succès. La critique la plus virulente vient d'un député anarchiste, Louis Blanc, qui lui préférerait qu'on trouve un mode de rémunération qui proportionne la récompense au service, la rétribution au mérite, et encourage les travaux sérieux en affranchissant les écrivains de la dépendance d'un public qui court de préférence à ce qui l'amuse et ne paye trop souvent que pour être corrompu ou trompé. La dépendance de l'auteur vis-à-vis du public, c'est ça la grande crainte, que l'auteur, une fois devenu dépendant du public, perd énormément de sa liberté artistique. L'autre question était celle de la durée de la protection du droit d'auteur, et une loi de 1866 la fixera à 50 ans après la mort de l'auteur. Mais la question de la nature du droit d'auteur, elle, est encore floue malgré tous ces débats, et de nombreux éditeurs continuent de signer des contrats avec les auteurs par lesquels ils considèrent qu'il s'agit là d'une propriété, d'un droit réel donc, et s'approprient totalement les droits des auteurs. Il faut, pour y mettre un terme, l'intervention de la Cour de cassation. Vous savez, en France, la Cour de cassation
pour le résumer simplement, ne juge pas les individus, ne juge pas les affaires, mais elle juge les juges. C'est-à-dire qu'elle est là pour dire si, dans une affaire, les juges ont correctement appliqué la loi à l'affaire qui leur était soumise. Et dans un arrêt du 25 juillet 1887, la Cour de cassation prend position sur cette question de la nature du droit d'auteur en déclarant que les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés à tort, soit dans le langage usuel, c'est-à-dire le langage de tous les jours, soit dans le langage juridique, donc dans les contrats que peuvent passer les professionnels de l'édition, désignés à tort donc sous le nom de propriété. Et que, loin de constituer une propriété comme celle que le Code civil a organisée et définie pour les biens meubles et immeubles, il donne seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire. Donc pour les auteurs, du point de vue de la Cour de cassation, ne sont pas propriétaires de leur œuvre. Ce n'est pas un lien de propriété, ce n'est pas un droit réel qu'il y a entre l'auteur et son œuvre, mais c'est simplement le privilège exclusif, c'est-à-dire la possibilité, ils sont seuls, c'est exclusif, ce sont les seuls à avoir la possibilité temporaire, puisqu'on sait que le droit d'auteur, depuis la loi de 1866, va s'éteindre tout seul, va s'arrêter tout seul 50 ans après la mort de l'auteur, donc c'est un privilège exclusif et temporaire de pouvoir exploiter leur œuvre, c'est-à-dire d'avoir le droit personnel d'exiger d'être payé en contrepartie de l'utilisation qui est faite de leur œuvre. Tout pourrait s'arrêter là, mais la technique continue d'évoluer et après cette décision de 1875 de la Cour de cassation, on voit apparaître de nouvelles innovations, la photo d'abord, le cinéma, l'enregistrement sonore, et puis au début du XXe siècle arrivera la radio, puis la télévision, et beaucoup plus tard Internet, et toutes ces innovations techniques vont devoir imposer de redéfinir les contours du droit d'auteur. Un nom reste attaché à cette grande réforme du droit d'auteur qui trouvera son aboutissement en 1957, mais après bien des rebondissements. Ce nom, c'est celui de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, puisque nous sommes encore à l'époque dans la Troisième République, en 1936, et à cette époque-là, le ministère de la Culture n'existe pas encore, et donc tout ce qui est relatif à la culture fait partie du ministère de l'Éducation nationale, dont le ministre est donc Jean Zay, qualifié par bon nombre de personnes comme probablement l'un des politiciens les plus brillants de sa génération, si ce n'est les plus brillants tout court. En à peine 4 ans passés à son ministère, Jean Zay a pourtant le temps de mettre en place bien des institutions que nous connaissons toujours bien aujourd'hui. La plus célèbre d'entre elles est très certainement le Festival de Cannes. Même si sa première édition n'a pu avoir lieu qu'en 1947 à cause de la guerre, c'était une idée mise en place par Jean Zay. Il l'avait voulu parce qu'à son époque, la France était entourée de dictatures, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et en Italie, Mussolini avait très sérieusement repris en main le festival de cinéma La Mostra de Venise pour en faire un outil à la gloire des dictateurs et en particulier à celle de son grand ami Adolf Hitler. C'est pourquoi Jean Zay avait voulu que la France mette en place également un festival de cinéma qui serait véritablement ouvert à tous les réalisateurs et une voie de la liberté au milieu de ces dictatures. Mais nous lui devons également, par exemple, le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, parce que Jean Zay, dans une vision plutôt keynésienne de la culture, considérait que la recherche scientifique est quelque chose qui fait véritablement partie de la culture et donc qu'il convenait de la soutenir. Dans le même ordre d'idée, c'est également à lui qu'on doit les bibliobus, vous savez, pour faire apporter la lecture dans des régions rurales plutôt isolées, où les gens n'ont pas forcément la possibilité, surtout à l'époque, de se rendre facilement dans une bibliothèque, eh bien, puisque vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque, c'est la bibliothèque qui vient à vous. Et une bibliothèque est installée dans un bus qui fait la tournée des villages dans la campagne française, et il passe une fois par semaine, et là, vous pouvez prendre un livre, rendre le livre que vous avez pris la semaine dernière, et accéder ainsi à la culture. Ça aussi, c'est une idée de Jean Zay. De même que le 1% artistique, qui permet à des collectivités locales de faire appel à des artistes, des sculpteurs, des peintres pour décorer les bâtiments publics et ainsi répandre et diffuser des œuvres culturelles. Il met en place également des musées comme le Musée de l'Homme et le Musée d'Art moderne et c'est également à lui que nous devons l'idée de l'École nationale d'administration.
En un mot commençant, Jean Zay était une personne qui avait véritablement une vision extrêmement large de la culture et qui voulait la rendre la plus accessible possible. Il n'est donc pas étonnant qu'en 1936, c'est lui qui s'attelle à une grande réforme du droit d'auteur qui va susciter bien des remous. Et si Jean Zay souhaite mettre en place une nouvelle loi pour régir le contrat d'édition et le droit d'auteur, c'est parce qu'il considère que la majeure partie des travailleurs ayant bénéficié d'un certain nombre de mesures assez radicales prises par le Front populaire, pour mémoire, rappelons la mise en place des conventions collectives, la hausse des salaires générales qui a été de 12% en moyenne, ça a été en fait de 7 à 15% selon les secteurs, 12% de hausse de salaire en moyenne. Il y a eu également les congés payés, bien évidemment, 2 semaines de congés payés, donc ce qui a impliqué de créer une loi qui était rétroactive dans le temps puisqu'elle s'appliquait à l'ensemble des contrats de travail, même ceux qui étaient déjà signés pour y inscrire ces 2 semaines de congés payés. La semaine de travail qui est passée de 48 à 40 heures, ce qui n'est pas rien non plus. Un certain nombre de nationalisations dans l'aéronautique et celle de la Société nationale des chemins de fer également. La mise sous tutelle renforcée, à défaut de pouvoir la nationaliser, de la Banque de France, dans laquelle tous les actionnaires se sont mis à voter, et plus simplement les 200 familles qui en étaient à l'origine. Et enfin, l'abrogation du code de l'indigénat, de façon à assouplir un petit peu les conditions dans les colonies. Mais à tout cela, Jean Zay trouvait qu'une certaine catégorie de travailleurs n'avait pas bénéficié de toutes ces avancées, et c'est ceux qu'il a appelés des travailleurs intellectuels, c'est-à-dire précisément les auteurs. Et Jean Zay considérait que la France avait pris du retard en matière de droit d'auteur en raison des évolutions de la technique de l'enregistrement sonore, du cinéma, de la radio et de la télévision. C'est pourquoi il dépose le 13 août 1936 un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et dans l'exposé des motifs de la loi, vous savez que quand un ministre va présenter un projet de loi devant l'Assemblée nationale, il doit y aller et exposer les motifs, c'est-à-dire expliquer les raisons pour lesquelles il veut que le Parlement se prononce sur ce texte. Eh bien, il commence par reprendre les termes de la Cour de cassation en 1875 en expliquant que l'expression propriété intellectuelle est inexacte et impropre et n'a été utilisé, c'est ce qu'il explique aux députés, que parce que les premiers textes sur la question, celui de Le Chapelier, utilisait déjà ce mot de propriété. Mais Jean Zay explique que si Le Chapelier, en 1791, utilise le mot de propriété, c'est parce qu'en réalité, il ne peut pas utiliser le terme qui conviendrait, parce que 1791, c'est 2 ans après l'abolition des privilèges, célèbre nuit du 4 août 1789, et donc Jean Zay, en 1936, explique aux députés que Le Chapelier a été contraint d'utiliser le mot de propriété parce qu'à l'époque, s'il avait utilisé le mot privilège, il se serait très probablement fait guillotiner, ce qui a fini par lui arriver d'ailleurs. Et Jean Zay conclut sa présentation en disant que ce que Le Chapelier demandait à l'époque dans sa loi de 1791, c'était que l'auteur puisse être justement rémunéré pour son travail. Jean Zay expose ensuite le point qui va lui attirer le plus d'inimitié de la part des éditeurs, car il souhaite, dans tous les contrats relatifs à l'exploitation des œuvres de l'esprit, remplacer la notion de cession, c'est-à-dire la vente, par la notion de concession. En effet, la plupart des contrats proposés par les éditeurs aux auteurs comportait une clause de cession de leurs droits, c'est-à-dire une vente définitive. L'éditeur devient définitivement propriétaire du droit de l'auteur pour toute la durée à courir de ce droit. Ce que Jean Zay veut, c'est remplacer cette notion de vente définitive par une notion de concession, c'est-à-dire donner l'autorisation d'une exploitation temporaire. Pour prendre un exemple du quotidien, c'est comme si vous décidez de vendre votre voiture. À un moment donné, la personne vous l'achète, part avec, et puis vous ne reverrez jamais votre voiture. Alors que la concession s'apparenterait plus à la location ou au prêt. Vous autorisez quelqu'un à utiliser votre voiture pendant un certain temps, charge à lui éventuellement de payer l'assurance, le carburant, l'entretien, etc. Mais surtout, il devra vous la restituer au bout d'un certain laps de temps. C'est ça que Jean Zay demandait pour les auteurs, en substituant la notion de cession, donc une vente définitive de leurs droits, à une notion de concession, simplement autoriser l'éditeur à exploiter les droits de l'auteur pendant un certain temps. Et Jean Zay voulait que ce temps soit limité à 10 ans,
et que ça ne puisse pas faire l'objet d'un renouvellement automatique, c'est-à-dire que tous les 10 ans, l'auteur devait renégocier avec l'éditeur pour reconduire ou pas le contrat, ce qui, bien évidemment, protégeait totalement les auteurs. Et pour parvenir à cela, Jean Zay proposait dans sa loi que le droit d'auteur, dans son ensemble, soit incessible par nature, c'est-à-dire qu'on ne puisse absolument pas le vendre. C'est ce qui existe aujourd'hui, mais qui se limite à ce qu'on appelle le droit moral. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Les réactions à cette proposition de Jean Zay ont sans doute particulièrement virulentes, principalement du côté des éditeurs. En 1936, tout au long du mois de septembre, le quotidien L'Intransigeant a réalisé toute une enquête et a interviewé de nombreuses personnes pour savoir ce que les uns et les autres pensaient de ce projet. Du côté des auteurs, les réactions sont quasiment unanimes et favorables à ce projet de loi. Par exemple, Antoine Mariotte, qui était directeur de l'Opéra-Comique, déclarait que la plupart de nos grands compositeurs se rallient à ce point de vue, celui de Jean Zay donc, et Mariotte formait le vœu que cette loi pourrait réparer les vieux errements et assurer l'indépendance des auteurs. Même son de cloche du côté du compositeur Jean Tranchant, qui déclarait à l'Intransigeant que le projet de Jean Zay légalise notre droit moral, prévoit notre défense contre les plagiaires, donne aux femmes et aux mineurs la possibilité de gérer nos œuvres, reconnaît au droit d'auteur la qualité de salaire et définit les deux principaux devoirs de nos éditeurs, publication et diffusion. Un mot entre parenthèses à propos de la mention des femmes et des mineurs. Il ne faut pas oublier qu'en France, pour qu'une femme ait le droit de signer un contrat, notamment un contrat de travail, et ait le droit d'avoir son propre compte en banque sans l'autorisation écrite de son mari, il a fallu attendre l'année 1965. Et nous sommes ici en 1936. Même chose pour les mineurs. D'ordinaire, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui, un mineur ne peut pas signer un contrat, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat de cession, de concession de droit d'auteur, qui est une exception. Le contrat peut être signé par un enfant mineur. Le journaliste qui réalisait cette enquête pour l'Intransigeant a également assisté au 9e congrès international du théâtre, des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de musique et de pièces, et il a très brièvement rapporté la situation en disant qu'en résumé, le projet Jean Zay fut acclamé par les auteurs et compositeurs, et les éditeurs protestèrent. Pour le secteur du disque et de la radio, l'accueil semble toujours favorable et le journaliste de l'Intransigeant note dès maintenant que les fervents du disque et de la radio se plaignent non de l'esprit du projet Jean Zay, qu'ils trouvent excellent, mais de certaines omissions. Monsieur Tournier, directeur du Bureau international de l'édition musico-mécanique, puissante organisation qui contrôle tous les moyens de diffusion des œuvres musicales en dehors de l'édition papier, déclare « Si un projet de loi mérite d'être qualifié de novateur, c'est bien celui de Monsieur Jean Zay, parce qu'il fait table rase d'une organisation séculaire, parce qu'il définit des droits qui cessent d'être des droits de propriété pour devenir personnels, parce qu'il amène une réorganisation complète de l'exploitation. » Notons que ce Bureau international de l'édition musico-mécanique existe encore, c'est le BIEM, ses locaux se trouvent dans ceux de la SACEM à Paris et il gère notamment tout ce qui touche aux droits de reproduction mécanique. Enfin, l'enquête menée par l'Intransigeant semble se faire écho de réactions également positives chez les artistes peintres et les sculpteurs. Bien évidemment, l'accueil n'est pas du tout le même du côté des éditeurs. Et Jean Zay va trouver en face de lui deux opposants particulièrement farouches. D'un côté, un éditeur littéraire, Bernard Grasset, et de l'autre, un éditeur musical, René Domange. Toujours dans l'Intransigeant, Bernard Grasset, qui bien sûr a été interrogé par le journal, fait une déclaration très radicale en disant que Monsieur Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, vient de déposer sur le bureau des chambres un projet de statut de l'édition qui, s'il acquiert force de loi, est la fin de l'édition. Le point de vue est très clair, on va tous mourir. Du côté de l'édition musicale, René Domange, qui dirige les éditions Durand, c'est notamment l'éditeur de grands compositeurs comme Claude Debussy ou Maurice Ravel, n'hésite pas de son côté à déclarer que le projet de loi se traduirait par de lourdes pertes pour les éditeurs et les compositeurs s'ils ne subissaient pas de profondes modifications. Et à peu près tous les autres éditeurs se situent dans la même optique. Par exemple,
Monsieur Gallimard, de passage à Paris, nous dit l'intransigeant, entre deux trains, n'a ajouté qu'un mot bref à sa déclaration d'adhésion aux idées de Bernard Grasset. J'estime, nous a-t-il dit, que ce sont les écrivains surtout qui devraient protester contre le projet de loi de monsieur Janzet. Le journaliste ajoute, les écrivains auront la parole ici, mais monsieur Gallimard verra qu'ils ne sont pas tous d'accord avec lui. Monsieur Albin Michel ne nous a pas caché qu'il ne saurait approuver en aucune manière le projet de loi. Je suis, nous a-t-il déclaré, contre toute atteinte portée à la liberté des contrats, j'approuve pleinement Grasset et je pense avec lui que si le fameux projet était voté, notre métier deviendrait impossible. On voudrait nous faire essuyer les plâtres et après 10 ans, n'importe qui, et non point nous seuls, profiterait de nos efforts et de nos sacrifices. Je veux pouvoir traiter avec un auteur pour toute son œuvre et pour toute sa vie. Là, le point de vue des éditeurs est clair. En même temps, on peut le comprendre. On découvre un auteur totalement inconnu. On passe des années à travailler avec lui pour qu'il perfectionne sa manière d'écrire ou sa manière de composer, c'est la même chose. Et quand enfin il a du succès auprès du public, eh bien, il peut aller signer avec n'importe quel autre éditeur. Tous les 10 ans, il peut récupérer tous ses droits et aller les vendre ailleurs. On peut comprendre que cela suscite un certain mécontentement. Mais d'un autre côté, si la relation entre l'auteur et l'éditeur est bonne, si tout se passe bien, si chacun est satisfait de l'autre, il n'y a pas de raison pour que la séparation arrive de façon systématique. Un mot tout de même en passant sur le point que soulève monsieur Albin Michel et qui est intéressant puisque lui fonde sa critique du projet de loi de Janzet sur le fait qu'elle porterait atteinte, cette loi, à la liberté des contrats. Le principe de la liberté contractuelle est effectivement un principe extrêmement important dans notre droit, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que le Front populaire avait déjà porté atteinte à cette liberté des contrats vis-à-vis du contrat de travail en instaurant quelques années plus tôt les congés payés, puisque ceux-ci modifiaient l'intégralité des contrats, y compris les contrats qui existaient déjà. Donc là encore, on se retrouve dans une préoccupation qui met en équilibre d'un côté des intérêts particuliers, ceux de certaines entreprises, et d'un autre côté l'intérêt général. Et parmi le flot de critiques qui viennent des éditeurs et de ceux qui les soutiennent, alors on parle de ce grand divorce obligatoire dans cette grande famille que constituent les éditeurs et les auteurs, avec la main sur le cœur et tout ça. On parle également de soviétisation de la culture, parce qu'on est sous le Front populaire, et cette époque-là, un peu avant la guerre, il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie de la bourgeoisie française, des élites, comme on dirait aujourd'hui, qui sont favorables à Hitler, plutôt Hitler que le Front populaire. Donc, on voit bien la tendance, et soviétisation, c'est un gros mot, pratiquement à ce moment-là, et un grand juriste qui est Jean Escarrat va s'entourer de 2 autres juristes, Jean Rau et François Epp, pour publier cet ouvrage qui s'intitule « La doctrine française du droit d'auteur », et qui, de manière parfois un peu fallacieuse, il faut quand même l'admettre, prétend démonter la totalité des arguments du projet de loi de Janzet. Alors bien évidemment, c'est publié chez Grasset, cet ouvrage-là, et dedans, Jean Escarrat va jusqu'à dire que ce projet de loi allait rabaisser l'auteur au rang de simple salarié, de prolétaire. Vous savez, le prolétaire, ça vient du latin prolis, les enfants, c'est celui qui n'a rien, il n'a que ses enfants, c'est ses seuls biens dans la vie, et pour quelqu'un comme Jean Escarrat, il est inimaginable qu'un auteur, que ce soit un écrivain, un compositeur, un parolier, peu importe, un auteur soit rabaissé au rang de salarié ou de prolétaire. Si ça, c'est pas du mépris de classe, c'est quand même quelque chose. Mais Jean Escarrat est un immense juriste et sa contribution, nous allons le voir, a été extrêmement grande à la loi sur le droit d'auteur. À toutes ces critiques, Janzet répond à la fois en ministre et en homme politique, averti qu'il est, et témoigne, toujours dans les colonnes du journal L'Intransigeant, de son ouverture d'esprit, du fait qu'il est tout à fait prêt à négocier, à envisager les modifications qui pourront être apportées à son texte dans le cadre du débat parlementaire qu'il accepte par avance. Le débat en question était programmé pour la rentrée 1939, mais bien évidemment, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale fait qu'il n'aura jamais lieu, ou en tout cas pas sur ce texte-là, car arrive rapidement ensuite le gouvernement de Vichy, et là, la réflexion sur le droit d'auteur, dont on va voir qu'elle continue pendant la guerre, prend un tournant bien différent de ce qu'espérait le ministre Janzet.
Le gouvernement de Vichy, comme on le sait, a très rapidement pris des lois particulières à l'encontre de certaines personnes. Ce sont tout d'abord les francs-maçons qui sont visés par une loi du mois d'août. Ensuite, ce sont les juifs par une loi de début octobre. Et Jean Zay, qui n'a jamais caché son appartenance à la franc-maçonnerie et dont l'extrême droite française aime à stigmatiser des origines juives, bien que lui-même ait été élevé dans la tradition protestante, qui était celle de sa mère, se soit marié au temple protestant d'Orléans, mais son père, qui lui était d'origine juive, mais se revendiquait plutôt comme un athée, mais malgré cela, l'extrême droite à l'époque a repris les bonnes vieilles habitudes de l'Inquisition au Moyen-Âge qui consistait à torturer des chrétiens pour leur faire dire qu'ils ne l'étaient pas. Et Jean Zay se retrouve pris dans ce qui était le piège du Massilia, qui était un bateau affrété par le gouvernement français, dans lequel des parlementaires, dont Jean Zay, et dont pas seulement, il y avait aussi Pierre Mendès France, avaient été invités à aller à Casablanca pour pouvoir mettre en place un gouvernement français en exil et de là organiser la résistance. Mais en fait, là où c'était un piège, c'est que tous ces parlementaires se sont très vite vus accusés de désertion et de trahison, et Jean Zay a fait l'objet d'un procès particulièrement expéditif et condamné à la déportation à vie fin 1940. Et à celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, je ne peux que recommander la lecture de cet ouvrage, L'affaire Jean Zay, de Gérard Boulanger, qui détaille exactement non seulement la carrière et l'œuvre politique de Jean Zay, mais aussi et surtout toutes les horribles choses qui lui ont été faites par l'extrême droite, le gouvernement de Vichy et derrière tous ces gens-là, le maréchal Pétain. Exactement un an plus tard, le 4 octobre 1941, le gouvernement de Vichy prend la décision de rétablir les corporations. Les corporations de métier, celles-là même qui avaient été abolies par Le Chapelier, celui à qui on doit le premier texte sur le droit d'auteur en 1791. Les corporations de métier c'était un héritage de l'ancien régime, elles avaient été abolies par la Révolution parce que, bien avant cela, ces corporations se regroupaient les professionnels métier par métier et qui s'arrangeaient entre eux pour s'arranger sur les prix, savoir qui pourrait ou ne pourrait pas accéder à la formation, à l'apprentissage pour apprendre un métier. C'est pour ça que la Révolution avait aboli ça, puisque du temps de la monarchie, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité sociale, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas obligé de faire le même métier que son père, n'existait pas. Donc, les corporations sont rétablies par Vichy en 1941, et parmi ces corporations, évidemment, il va y en avoir une qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est celle des éditeurs, que ce soit les éditeurs littéraires ou les éditeurs de musique. Parce que dès 1939, le monde de l'édition, en particulier l'édition littéraire, est extrêmement contrôlé. Évidemment, on ne peut plus imprimer que certains ouvrages qui sont autorisés par les Allemands. Vichy établit les listes, les fait valider par les nazis, et les imprimeurs et les éditeurs n'ont pas vraiment d'autre choix que d'obéir et de respecter cela, d'autant plus que tout ce qui concerne la fourniture de papier est très sévèrement contrôlé par les Allemands. Donc, évidemment, un imprimeur ne peut pas, s'il se met à imprimer des choses qu'il ne devrait pas imprimer, forcément, ça va se voir, en comparant la quantité de papier qu'on lui a fourni et le nombre de livres qu'il a imprimés. Et si la majeure partie des éditeurs pris entre le marteau et l'enclume est bien obligés de faire avec cette situation qui s'impose à eux, certains quand même basculent un peu du côté de la collaboration. C'est le cas notamment de Bernard Grasset, qui est prêt pour sauver sa maison d'édition et continuer son activité à faire des concessions que l'histoire ne lui pardonnera pas. À la Libération, il sera condamné à la dégradation nationale à vie, perdra temporairement sa maison d'édition puisque le président Vincent Auriol lui restituera ses biens un an après cette condamnation. L'année suivante, le gouvernement de Vichy, en 1942, crée un comité d'organisation des industries et commerces de la musique. Et la réflexion sur le droit d'auteur se poursuit. Alors, une petite parenthèse, on peut s'étonner que dans une période pareille, un gouvernement prenne le temps de se préoccuper de questions de droit d'auteur. Mais il y avait là une raison économique derrière ça, puisque ça permettait au gouvernement de mettre la main sur la SACEM et de la réorganiser de façon à pouvoir prendre l'argent qui aurait dû revenir aux auteurs et compositeurs juifs, principalement, mais aussi à tous ceux qui étaient considérés comme des ennemis de la France, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et les Français qui avaient fui le territoire. Mais en même temps, les Français qui avaient fui le territoire, la plupart du temps, c'est parce qu'ils étaient juifs. Donc c'était un moyen aussi de récupérer cet argent qui revenait aux auteurs et compositeurs en prenant le contrôle de leurs droits d'auteur.
Donc, dans ce cadre de ce comité d'organisation des industries et commerces de la musique est créée une commission qui est présidée par l'éditeur René Domange, qui, tout comme Bernard Grasset, a fait un choix ouvertement en faveur de la collaboration, et il va même plus loin que Bernard Grasset, puisque René Domange appartenait à la Milice, qui est un organe supplétif de la Gestapo en France. Parmi les membres de cette commission, on retrouve également François Epp, l'un des 3 auteurs du pamphlet publié par Grasset en 1937 contre le projet de loi de Jean Zay. Il est clair que ce nouveau droit d'auteur est entièrement préparé par les éditeurs, les auteurs ne sont pas consultés, il n'y a plus en France à cette époque-là de structures démocratiques qui permettent une forme ou une autre de débat parlementaire. C'est donc un droit qui oublie sa vocation originelle qui était de rechercher ce point d'équilibre entre l'intérêt particulier de l'auteur à vivre de son œuvre et l'intérêt général du public d'accéder à la culture, et il se concentre sur les rapports économiques que peuvent entretenir les différents professionnels, les différents intermédiaires qui existent entre un auteur et son public. Quant à Jean Zay, pendant ce temps-là, il est toujours en train de croupir en prison, et en 1944, il est alors interné à Riom, près de Clermont-Ferrand, et 3 miliciens qui se font passer pour des résistants viennent le chercher, l'emmènent et l'assassinent. Et avec lui disparaît la dernière vision non exclusivement marchande d'un auteur et de son œuvre qui ait pu être portée au plus haut niveau de l'État. 1944 est aussi l'année où se met en place le gouvernement provisoire de la République française à Alger, puisque l'Algérie a été libérée avant le territoire métropolitain. Ce gouvernement prend tout de suite un certain nombre de mesures, met en place l'École nationale d'administration, qui était une idée de Jean Zay, accorde le droit de vote aux femmes, crée la sécurité sociale, les allocations familiales. Et dans ce contexte, la commission sur la propriété intellectuelle continue de travailler. Elle est alors présidée par Jean Escarrat, qui était l'auteur principal de cette doctrine française du droit d'auteur, et François Epp, qui lui avait travaillé avec cette commission pendant toute la période de Vichy, devient le secrétaire de cette commission. Leur volonté à ce moment-là est de travailler rapidement car ils pensent pouvoir profiter du fait que le gouvernement, étant donné la situation, les mécanismes parlementaires n'ont toujours pas été remis en place, donc le gouvernement légifère uniquement par décret. Et ils espèrent pouvoir faire passer leur projet de loi sur le droit d'auteur dans cette foulée de décrets de façon à éviter un débat parlementaire. Mais cela ne peut pas se faire et cette commission, en fait, continuera de travailler pendant 10 années avant de déposer en 1954 son texte devant l'Assemblée nationale, texte qui deviendra la célèbre loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Et nous voyons que cette notion de propriété, qui avait été jetée par la grande porte par la Cour de cassation en 1875, a profité de toute cette situation pour revenir par la fenêtre en 1957. Et quelques années plus tard, en 2006, à l'occasion de l'examen de la loi droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, le Conseil constitutionnel ira même jusqu'à accorder valeur constitutionnelle à ce principe de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il se situe un peu au-dessus des lois. On considère que c'est un élément juridique qui a une importance qui est équivalente à celle de la Constitution. Alors, si on en revient à la question économique, qu'est-ce qui donne sa valeur à une œuvre de l'esprit ? Tout à l'heure, nous avions vu qu'il y avait 2 grandes réponses à ça. L'une selon laquelle c'est la personnalité de l'auteur, ses qualités propres, ses qualités particulières qui donnent une valeur à une œuvre de l'esprit. Et puis l'autre qui est, mais non, c'est la société tout entière, c'est le public qui décide de la valeur d'une œuvre de l'esprit. Et j'avais signalé une 3e hypothèse, une 3e voie. Bien, finalement, c'est celle-là qui s'est développée, celle qui met en avant les intermédiaires, qui revient à considérer qu'un auteur, lorsqu'il produit son œuvre, est un petit peu comme un chercheur d'or ou comme un mineur qui descend dans les entrailles de la terre pour essayer de trouver des diamants. La plupart du temps, il revient avec des paillettes ou des petits cailloux. Et puis, de temps en temps, arrive une jolie pépite ou un beau diamant brut. Mais la pépite, comme le diamant brut, n'ont pas véritablement de valeur marchande.
pour donner une valeur marchande à la pépite ou au diamant brut, il faut des intermédiaires, il faut des joailliers, des tailleurs de pierre, des gens qui vont savoir façonner cette matière brute de manière à pouvoir en faire un très beau bijou qui pourra éventuellement séduire le public. Et tous ces intermédiaires, eh bien, ce sont les éditeurs, les producteurs, les médias en ce qui concerne la musique. Et la loi de 1957 et toutes les adaptations qu'elle a subies depuis, finalement, ne font rien d'autre qu'organiser les rapports économiques des intermédiaires entre eux. L'auteur y est vraiment considéré comme un citron qu'on peut presser et puis le public n'a aucun droit. Alors, selon vous, qu'est-ce qui donne sa valeur à une œuvre de l'esprit? Est-ce que c'est la personne de l'auteur? Est-ce que c'est le public qui décide? Ou est-ce que ce sont les intermédiaires qui, par leur qualité professionnelle, qui est malgré tout indéniable, contribuent à transformer cette matière brute que leur amène l'auteur et à la formater d'une façon telle que le public va potentiellement l'apprécier? La réponse ne peut pas être entière, c'est l'un, c'est l'autre, non, c'est, à mon avis, un petit peu un ensemble des trois, et puis surtout beaucoup de hasard et de chance, même si on n'aime pas l'admettre, on préfère parler de talent. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue économique, une chose me paraît certaine, qui est que du temps du support, toute l'économie de la musique enregistrée reposait sur un pilier fondamental qui était que l'éditeur phonographique, celui qui fabrique les CD, les vinyles, celui-là avait le contrôle absolu sur le nombre d'exemplaires qui étaient fabriqués. Alors qu'avec Internet, ce contrôle a volé en éclats. Aujourd'hui, il est impossible de dire combien d'exemplaires de MP3 se trouvent dans la nature pour telle ou telle chanson. Alors les maisons de disques ont essayé de réintroduire de la rareté. Au lieu de diffuser des MP3 de façon anarchique en les vendant sur iTunes Store ou autre, on a préféré s'adresser à 2 ou 3 intermédiaires nouveaux qu'on a intégrés dans cette chaîne d'intermédiaires que sont les plateformes de streaming. Au lieu de vendre les MP3 directement au public, on préfère les confier à quelques plateformes qui, elles, vont les diffuser auprès du public, faisant en sorte que ceux-ci n'aient pas le droit de les enregistrer. Comme si on n'avait pas le droit d'enregistrer la radio. Il serait, à mon avis, grand temps, sans forcément modifier les règles du droit d'auteur, qui, après tout, il faut bien le reconnaître, fonctionnent plutôt pas mal, et la commission présidée par Jean Escarrat, qui a donné naissance à la loi de 1957, a quand même conservé des éléments essentiels du projet de loi de Jean Zay, il faut le reconnaître également. Donc, un modèle économique beaucoup plus profitable, considérant la façon dont fonctionne Internet, serait, au lieu de chercher à empêcher le public de partager, d'utiliser, de remixer les œuvres, d'au contraire, de faire en sorte qu'on ait tous intérêt, et tous, je dis tous les ayants droit, les auteurs, les éditeurs musicaux, les producteurs, les artistes, tous les intermédiaires, les éditeurs phonographiques y compris, que tout le monde ait intérêt à ce que le public partage au maximum les œuvres, les réutilise, les remixe, pourquoi pas, et que ces œuvres soient utilisées de toutes les manières possibles et que la rémunération de tous les ayants droit augmente au fur et à mesure que le public se met à utiliser les œuvres. C'est comme ça que fonctionne Internet, c'est comme ça que fonctionne le modèle économique de tous ceux qu'on appelle les géants du net. Il faut dire également qu'aujourd'hui nous disposons d'outils techniques particulièrement utiles dans cette optique, et je veux parler là de la blockchain et des crypto-monnaies. Il faudra qu'on en parle un de ces jours d'ailleurs, même ça pourrait aller de pair avec une petite histoire d'Internet et de comment fonctionne Internet, parce que le gros problème des producteurs et des grandes maisons de disques en particulier, c'est qu'elles ont mis vraiment du temps, et je crois que on peut même dire qu'aujourd'hui encore, elles ne comprennent pas vraiment très bien comment fonctionne Internet, ce qui explique aussi pourquoi elles ont autant de difficultés à en tirer le meilleur parti. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Si vous m'avez suivi jusque-là, bravo et merci beaucoup, parce que c'était un peu long. N'hésitez pas à poser des questions ou ajouter des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure de mes capacités. Et on se retrouve très bientôt.